secrétaire général adjoint de la Convention démocratique des peuples africains, parti membre du CAP 2015. Vous vous portez bien. Oh, oui, nous nous portons très bien, pas de problème à ce niveau. Voilà. La situation est très délétère et très tendue donc du côté de la RDC. Quel regard portez-vous sur cette situation en tant qu'acteur politique, étant donné que Joseph Kabila veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir alors que le mandat tire à sa fin et il doit aussi organiser une nouvelle élection dans le mois de décembre? J'avoue que je suis peiné de cette manière de diriger nos peuples. Pour certains, il s'agit de se créer un troisième mandat. Pour lui, une autre manière originale de se créer un troisième mandat ou un quatrième, je ne sais pas. C'est ce qu'on a appelé le glissement. C'est-à-dire, vous êtes un chef d'État, un gouvernement responsable, vous dirigez un pays, vous savez que à terme, vous devez faire des élections à telle date, et vous venez dire aux gens que, bon, pour faire ces élections, on n'a pas d'argent dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, on a de l'argent, mais il faudra alors utiliser 2 ans minimum pour refaire la liste électorale, alors que votre mandat est arrivé à sa fin. Donc ça, ce n'est pas sérieux. Et quand le peuple veut manifester pacifiquement pour vous dire que n'oubliez pas que dans 3 mois ou dans 2, vous devriez partir, vous sortez l'armée. Vous tirez sur les citoyens, vous les tuez, vous organisez... Aujourd'hui, on dénombre 44 morts. Human Rights Watch a dénombré 44 morts alors que le pouvoir parle de 17. Non, vous savez très bien que cette manière particulière de gérer les victimes d'une manifestation est devenue classique en Afrique. Je ne sais pas où ils ont appris ça. Peut-être que c'est nos anciens maîtres qui nous ont enseigné ça. Si bien qu'on minimise toujours les dégâts pour se faire bonne conscience à l'extérieur. Mais on sait très bien qu'on en a tué plus. Et si on parle de 44 morts, ça c'est les 44 morts visibles, ça. Et les invisibles, ils sont là. Ceux qu'on tue de sang-froid en les arrêtant, on ne les compte pas dedans, etc. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement une situation africaine qui doit faire réfléchir. D'abord les Africains. Nous sommes en face de ce que j'ai appelé dernièrement quelque part peuple servile et dirigeant souverain. Peuple servile. Peuple servile et dirigeant souverain. C'est-à-dire que le dirigeant, il est vraiment souverain et le peuple est dans la servitude. Mais en principe, c'est le peuple plutôt qui est souverain. Voilà, malheureusement, c'est ça en Afrique. Vous voyez, quand je prends même le cas du Gabon, où on vole en plein jour les élections de manière ridicule. Ils n'ont même pas fait les stages. Comme à Lomé, on peut faire au moins un stage à Lomé pour savoir voler. Ils ne savent même pas voler, ces gens-là. Et de manière ridicule, ils font quelque chose. Et quand on dit, on va regarder dans les choses, ils disent, non, nous sommes un peuple souverain. Pour dire en réalité, moi, président de la République du Gabon, je suis souverain et que le peuple dont vous parlez est servile. Alors, il faut que les gens retiennent, que les Africains retiennent, qu'ils constituent un peuple servile avec des dirigeants souverains. Or, l'ordre des choses doit être inversé. L'ordre des choses doit être inversé et c'est le peuple qui doit être souverain et les dirigeants au service du peuple. Mais si nous n'arrivons pas à créer ce nouvel ordre, notre continent n'ira pas loin. Et qui peut alors créer ce nouvel ordre? Mais c'est la prise de conscience des Africains eux-mêmes. C'est vrai que le prix est lourd, car en réalité, pour inverser cette tendance, il faut que le peuple se prenne en charge. Que le peuple dise non. Mais quand le peuple dit non, on sait très bien ce que ça va lui coûter. C'est le sang qui coule. Et ces dirigeants-là, ils le font allègrement. Oui, ils le font allègrement, surtout dans les fusions de sang. Oui, c'est ça. Et pourquoi ça ne leur dit plus rien du tout? Vous savez, je ne sais pas si, quand on accède au pouvoir d'État, la conscience meurt. Je ne sais pas. Peut-être. C'est pour ça d'ailleurs que... Ou bien le pouvoir saoule à un moment donné. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, quand moi-même, je m'interroge quand je dis, mais Pascal,
tu fais tant d'efforts peut-être pour participer à la gouvernance du Togo. Oui. Mais si c'est pour arriver à ce résultat, que ta conscience meurt et que tu tues les gens, rien que pour garder tes privilèges, rien que pour garder ton petit confort, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? J'en parlais encore hier avec des amis, on rigolait. Parce que des fois, je me dis, des êtres sensibles a priori, qui arrivent là-bas, qui deviennent insensibles, qui canardent, comme s'ils se cachent le visage, ils bouchent les oreilles. Je n'arrive pas à le comprendre. Mais c'est pour vous dire que la politique, on peut la faire autrement. On peut la faire autrement en donnant de la valeur à l'être humain. Oui. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est comme une contagion africaine. Voilà, quand les peuples... c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est une sorte de contagion ou une infection qui touche presque les chefs d'État africains parce que chacun, au terme de son mandat, veut coûte que coûte et par tous les moyens peu orthodoxes se maintenir au pouvoir? Oui, je pense que c'est la complaisance. De qui? Et des peuples et de la communauté internationale. Oui, mais dans le cas d'espèces, notamment de la RDC, le représentant des États-Unis dans la région des Grands Lacs a quand même haussé le ton en disant non, ce n'est pas bien. Le gouvernement a libéré récemment une dizaine d'opposants qui ont été retenus il y a 10 mois ou bien 1 an. Et ceux qu'ils ont encore arrêtés et détenus ces 2 jours sont plus que cela. C'est un double langage. La France a demandé, disons, le président François Hollande, depuis New York, a demandé qu'on respecte la Constitution. Et Barack Obama aussi a réagi. Oui. L'OIF a réagi. Oui, mais... Et vous parlez de complaisance de cette communauté internationale? Si, c'est la complaisance de la communauté internationale. Parce que malheureusement, des fois, il y a le double langage. Il y a le langage diplomatique et le langage des couloirs, le langage des réseaux. Vous savez... je ne suis pas ici pour faire le procès de qui que ce soit, oui, oui. Mais je dirais tout simplement que si les Africains ne se prennent pas en charge, en vain, nous allons réclamer le soutien des uns et des autres. La détermination d'un peuple, c'est ça qui compte. Et je vous dirais que malheureusement, la géopolitique mondiale fait que les peuples sont floués. Ils sont floués. Mais surtout en Afrique. Oui, parce que les intérêts... Oui, parce qu'en Afrique, nous avons perdu toutes nos valeurs. Nous avons piétiné nos propres valeurs. Est-ce que les Occidentaux étaient passés également par là avant de connaître aujourd'hui l'instauration beaucoup plus ancrée de la démocratie? Oui, je dirais que quand tu lis un peu l'histoire de tous ces peuples-là, il y a eu toujours des périodes difficiles. Le problème chez nous, c'est que nous sommes en décalage par rapport à notre temps. Ce que nous pratiquons aujourd'hui, puisque les règles sont là, mais nous préférons considérer ces règles comme de la cosmétique. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous parlez de la médiature de la République, où les gens se sont réunis pour se complimenter, moi, je ne sais pas s'il y a une médiature au Togo, mais il paraît que c'est notre médiateur de la République qui est commissaire au compte. Ça veut dire qu'il est même dans le staff de la médiature de la sous-région. Mais c'est des choses, moi, je ne sais pas s'il y a une médiature au Togo. Les problèmes sont là, on ne touche pas. Les mêmes personnes ont tellement de casquettes que je me demande s'ils arrivent même à dormir, si tant est qu'ils travaillent, ces gens-là. On ne peut pas être en même temps médiateur de la République, responsable du HCROUL, responsable des réformes. Elle a combien de temps, cette femme-là, après sa retraite? Et il y a aussi le poids Quelle énergie, hein? Il y a le poids de l'âge aussi. Oui, c'est ça. Cette femme-là, on lui donne tout ça, là. Et tu comprends automatiquement que nous mettons les institutions, mais c'est des gadgets, c'est de la cosmétique. On ne leur demande rien. C'est-à-dire, la mission de ces institutions, c'est de ne rien faire. Si vous avez ces institutions, vous ne faites rien, en ce moment, vous êtes un bon dirigeant d'institution, vous garantissez votre avenir. Mais quand même, tel ne sera pas le cas pour la Cour constitutionnelle au Gabon, qui est attendu de donner le verdict d'ici après-demain. Bon, vous savez... Chose très difficile. L'Union africaine a voulu dépêcher des juges constitutionnels, mais le Gabon a refusé. Non, vous savez, c'est nous tous... Nous avons nos regards tournés vers le Gabon d'ici vendredi. On verra si les cours constitutionnels en Afrique
sont des illusions ou des réalités? Ou des institutions fortes? On verra bien, parce que de toute façon, le vol est clair et en plein jour. On verra comment on peut modifier, transformer. Je veux voir le génie de cette cour-là. Est-ce que vous serez surpris si on déclare peut-être Ali Bongo gagnant avec un 53% et que Jean-Ping recueille un 47%? Non. Parce que la Cour constitutionnelle va travailler de manière globale. Dire que je serai surpris, non, ce serait naïf de ma part. Mais moi, je continue d'attendre et de voir ce qui va se passer. Car en réalité, le droit, la justice et ces instruments, les gens les utilisent au service d'un homme. Et ils travaillent, ils mettent leur génie à inventer des situations rien que pour satisfaire un homme. Mais j'attends de voir ce que cette cour-là va dire. Mais normalement, ces institutions devraient travailler, ces gens-là, ces élites devraient travailler pour servir le peuple. Malheureusement, en Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la cosmétique. Et donc, ils sont là et on verra bien ce que ça va se La Cour constitutionnelle du Gabon n'a pas encore donné son verdict, mais Ali Bongo a appelé déjà au dialogue. Oui. Est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur? Bon, moi je peux l'interpréter d'une autre manière. Que M. Ali Bongo est en train de négocier son départ. Il cherche à négocier son départ. Ah bon? Donc, il ne faut pas non plus écarter cette possibilité-là. Parce que si... Quelqu'un qui a été déclaré gagnant et il y a eu bain de sang et il va vouloir... Justement, ça peut être aussi un motif supplémentaire. C'est possible? Oui, puisqu'il sait qu'il a perdu. Et qu'aujourd'hui, la Cour, avec les preuves qui sont données, pour peu qu'il y ait un peu de sérieux, bon, on a dû lui dire depuis hier ou avant-hier que malgré tous les efforts, toutes les gymnastiques, M. Bongo, vous ne pouvez pas être déclaré vainqueur. Donc il est obligé de tendre la main. Alors il va négocier avec lui, soit il négocie avec lui en termes, vous comprenez ce qui se passe souvent en Afrique, ou il négocie avec lui en disant, bon, ok, tu as gagné, mais moi, je te cède le pouvoir à condition que, bon, en ce moment, on va préparer son départ. Et nous serons surpris, alors la Cour pourra dire le droit, et puis on dira que, bon, ben, le président Ali Bongo s'est retrouvé au Togo, pourquoi pas? S'est retrouvé au Togo. Oui, pourquoi pas? Nous sommes une terre d'accueil, il paraît. Il paraît. On attend de voir. Il semble seulement. Vendredi. Alors, M. Pascal Adoko, parlons un peu de notre cher pays, le Togo, disons, de la sous-région avant notre pays, le Togo, parce que le Togo fait partie également de la sous-région. Cette ONG suisse a quand même pris des échantillons sur 8 pays et puis il est démontré que le carburant que nous utilisons est hautement toxique en Afrique de l'Ouest. Comment les dirigeants puissent, jusqu'à un tel niveau, fermer les yeux sur cet état de choses, ce danger public? Non, vous savez, notre pays en particulier est un pays de mafieux. Je suis sévère peut-être, le mot est violent, mais je suis obligé de le dire. Parce que tout ce qui se passe... Mais quand même, le Togo ne fait pas partie des 8 pays sur lesquels on a fait... Vous êtes journaliste. Je sais que vous avez lu le rapport plus en profondeur que moi, puisqu'il y a une partie qui est cryptée. Oui. Mais vous l'avez lu. Et vous savez très bien que cette ONG nous dit également que la fabrication même de ce carburant se fait en haute mer et dans les hautes mers togolaises. Il y a 2 points, le Gibraltar et le Togo. Je vais vous dire, j'ai rencontré le ministre de l'administration territoriale la dernière fois, dans le cadre de leur promotion pour la motion. Et lui-même, dans les problèmes d'insécurité maritime, il a évoqué aussi le trafic de carburant, de pétrole. Donc c'est pour dire qu'ils sont conscients. Si notre haute mer est devenue l'usine qui fabrique le carburant frelaté pour la sous-région, ça veut dire que nous avons une lourde responsabilité. Parce que nous aussi, nous avons des vedettes qui circulent pour protéger notre côte. Puisque le ministre s'est vanté la dernière fois qu'au cours de cette année, il y a eu 0 attaque au Togo, alors qu'il y a eu des attaques
de par le Togo. Ça veut dire que nous avons mis certaine efficacité. Et nous savons très bien également que l'usine flottante aussi en haute mer. Et pourquoi on ne l'a pas dénoncé? Pourquoi on ne l'a pas dénoncé? C'est ça la question. Donc, comment fabriquer... on protège cette usine-là? Ouais, suivez mon regard, mais dites-moi quelque chose. Dans un pays où on dit qu'on fabrique en haute mer du carburant frelaté, alors que de jour et de nuit, la gendarmerie, la police poursuit encore des jeunes Togolais dans la rue qui sont en train de vendre du carburant frelaté. Aujourd'hui, lequel des deux carburants est frelaté? Moi, on ne sait plus. Peut-être que le boudet là est meilleur même à ce qu'on nous vend dans nos trucs et dans nos stations. En tout cas, il faut que le gouvernement s'exprime là-dessus. Oui. Pourquoi alors on poursuit les jeunes? Donc ça veut dire que l'usine là-bas, non seulement fournit, cette usine même fournit les stations officielles, mais probablement cette usine fournit également les vendeurs de boudets. Parce qu'eux aussi trouvent le carburant où? Contrebande. Et la contrebande provient d'où? Ça dit, dans un pays organisé, un pays sérieux, quand un phénomène se passe, hein, on ne poursuit pas les conséquences. On cherche la cause. Quelle est la cause? C'est-à-dire d'où proviennent le carburant qu'on vend et qu'on appelle boudet. Vous pensez que le Togo n'a pas les outils nécessaires pour savoir d'où proviennent ces carburants-là? Ils savent. Mais pourquoi ils poursuivent les enfants? Qui aurait fermé les yeux sur cet aspect? Oui, mais les autorités ou bien les vedettes, ceux qui pilotent les vedettes en route mer. Quelles vedettes? Les vedettes viennent dans un pays indépendant, organisé et bien géré, non? Alors, s'ils déversent le carburant, on doit savoir où ça se déverse pour aller les neutraliser là-bas. On ne le fait pas, on poursuit les enfants dans la rue. Voilà que ce qu'eux-mêmes ils vendent, pour lequel on tue des enfants dans la rue, il se trouve que c'est également frelaté. Alors, moi, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas où on est où là, comme dirait mon ami. On est où là? Mais c'est pour ça que je dis, malheureusement, ce pays s'apparente à un pays, malheureusement, de mafieux. De mafieux. Mais en tout cas, on attend de voir la réaction des premières autorités, notamment le ministre en charge du commerce et ceux qui s'occupent aussi des transports pour voir un peu la version des faits du côté gouvernemental. Monsieur Joachim, vous risquez d'attendre très longtemps. Ils ne vont pas réagir? Est-ce qu'ils ont déjà réagi sur d'autres dossiers? C'est un pays qui est géré par des gens qui ont le mépris du peuple. Mépris du peuple, est-ce que ce n'est pas trop dire? Non. Écoutez. Peut-être ils sont en train de faire les recoupements nécessaires afin de se prononcer au moment opportun. Vous savez, dans un pays où un ministre de la République va devant les députés pour leur dire que dans sa politique de grands travaux, le gouvernement togolais a investi 26 milliards pour faire la route Lomé-Anfoin passant par Vaughan. Que l'entreprise adjudicataire, cette entreprise-là, n'arrive pas à faire les travaux. Et le ministre dit publiquement devant les députés, comme si ce ministre était également dans la comptabilité de l'entreprise, que l'entreprise a utilisé cet argent-là pour s'acheter du matériel. Oui, des engins. Et ce ministre, ce monsieur, parce que moi je ne l'appelle plus ministre, ce monsieur continue... Non, mais quand même, quoi qu'on dise, il est toujours ministre de la République. Laissez-moi raisonner. Oui, allez-y. Oui, ce monsieur qui a fait cette déclaration continue d'être ministre de la République. Dans aucun pays du monde, tu ne verras ça. Il aurait pu être démis. Dans aucun pays du monde, tu ne verras ça. Quels que soient les liens d'amitié qui lient ce ministre au chef de l'État, pour son honneur, il doit être démis de ses fonctions. Il ne l'a pas fait. Et il est là. Et il continue de piloter les dossiers de la République. Alors qu'il a fait une telle forfaiture devant le Parlement, qui est censuré également, contrôler l'action gouvernementale. Et le silence est plat. Les députés non plus ne réagissent.
Mais je ne sais pas. À partir du moment où aussi, ils ne disent plus rien, et ça veut dire qu'ils sont impuissants. Alors, le peuple est impuissant parce que quand le peuple veut dire quelque chose, il y a un ministre qui est chargé des gaz lacrymogènes. Et on vous dit que le débat, c'est au Parlement. Et le Parlement aussi affiche son impuissance. Mais nous sommes un peuple livré. Nous sommes un peuple livré, ligoté, avec des dirigeants qui nous méprisent, qui se placent très haut, qui nous regardent très haut et qui avancent allègrement. Hein? Comme dirait quelqu'un, il n'y a rien en face. C'est ça, le Togo. Est-ce la raison pour laquelle vous voulez et vous prônez, vous préconisez de tout temps qu'il faut maintenant réformer les institutions de la République? Oui, ces institutions ne sont constituées que de la cosmétique. Telles qu'elles sont. Ces institutions sont à la solde d'un homme qui a l'autorité absolue sur tout. Et tous ces gens-là obéissent au doigt et à l'œil, oubliant leurs prérogatives. Pas tous. Alors que ces institutions sont des contre-pouvoirs. Mais ils ne font pas office de contre-pouvoir. Le Parlement est aujourd'hui devrait être notre recours. Mais le Parlement est émasculé aussi. On lui a élevé sa virilité. Sa substance. Sa virilité. Le Parlement est émasculé. Mais quand même, comment pouvons-nous comprendre le fait qu'il y ait des représentants des partis politiques de l'opposition, des ténors d'ailleurs, au sein même de ce Parlement? Oui, mais que la situation soit toujours le Parlement, c'est la loi des nombres. Oui. Ceux qui sont majoritaires sont ceux qui font, dit, comme vous voyez, un de vos collègues dit là, qui font atalakou. Atalakou. Comment vous dites ça là? Oui, atalakou. Atalakou à un homme. Quels que soient ses égarements, ils doivent applaudir. Mais en principe, alors, il doit avoir la loi de la jungle là-bas. Oui, non, c'est pas la loi de la jungle, c'est la loi du nombre. Ils sont majoritaires, alors eux aussi, ils sont au pas. Les institutions qui doivent nous juger sont au pas. Les institutions qui doivent faire la modération comme la médiature sont au pas. Et tout le monde est au pas dans une république comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple dise? Le peuple n'a que sa voix pour se lever et dire « je ne suis pas d'accord ». Par les voies pacifiques. Mais vous voyez bien comment on accueille ça aussi à coups de gaz lacrymogène. Et vous avez donc accueilli... peuple servile, dirigeant souverain. Mais normalement, ce devait être le contraire. Et vous avez accueilli une délégation venant du Bénin la dernière fois dans le cadre de l'Internationale socialiste. On va en parler tout de suite, mais permettez, on marque la pause. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Votre radio Victoire FM et notre invité de ce matin, c'est M. Pascal Adoko de la CDPA. Avant de parler donc de la visite du parti PSD venant du Bénin des semaines surpassées. Alors, M. Pascal Adoko, l'ANC a été rencontré, ou bien le ministre a rencontré, le ministre de l'administration territoriale a rencontré l'ANC la semaine dernière. Est-ce que la CDPA aussi a été invitée ou s'est entretenu avec le ministre sur le sommet, par rapport au sommet sur la sécurité maritime? Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs personnellement conduit cette délégation-là auprès du ministre. Et très rapidement, en raccourci, je vous dirais que le ministre nous a vanté ce sommet-là en expliquant que le choix a été porté sur le Togo pour deux raisons. D'abord, la politique du bon voisinage du chef de l'État, vous connaissez la rhétorique. Et le second élément, la qualité de nos infrastructures. Tout ça nous a fait sourire. Et que la qualité de nos infrastructures? Oui, que la qualité de nos infrastructures a déterminé l'Union africaine à choisir le Togo. Alors, ça nous a fait sourire, mais les Togolais sont témoins, je ne vais pas commenter. Et que nous aurons des retombées immenses. Nous lui avons demandé, mais qui finance? Et le ministre nous a répondu que le financement est dans le budget de la République togolaise. Donc, ce qui est important... Ça combien? Non, il a dit que c'est dans le budget. Bon, or, dans le budget, les gens parlent de 5,5 milliards. Oui, oui. Mais moi, je sais que ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer par rapport à tout ce qui se fait, la publicité sur le plan international, les allées et venues, ce n'est pas une affaire de 5 milliards. Mais soit, mais il faut que les Togolais sachent que l'État togolais débourse 5,5 milliards au moins pour accueillir un sommet. Les contribuables togolais.
des contribuables togolais. Alors que le Togolais sait très bien que nous n'avons pas d'hôpitaux de référence, même pas un seul. Celui qui est appelé hôpital de référence de Tokoin ici, pompeusement baptisé Sylvanus Olympio, il n'y a pas de scanner qui fonctionne. Donc, Joachim, vous et moi, si on tombe malade aujourd'hui, on est condamné à mort, mais l'État togolais a trouvé 5,5 milliards pour accueillir un sommet sur la sécurité maritime. Et à cause de la qualité de nos infrastructures. Et à cause de la qualité de nos infrastructures, il paraît. C'est ce que le ministre vous a dit. Ah, mais c'est ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce que cette invitation, cette rencontre a servi automatiquement d'invitation à la CDPA? Oui, le ministre nous a dit que le chef de l'État souhaite que nous tous nous accompagnions ce sommet-là. Et votre réponse? Et nous avons dit, nous ne pouvons pas malheureusement accompagner ce sommet parce que si notre pays souffre, et que même nous n'avons pas un seul scanner public qui fonctionne correctement, et que nous avons tant d'argent, qu'on dépasse tant d'argent pour un sommet, nous ne comprenons pas. Nous sommes d'accord que, j'ai même dit, la sécurité est un bien commun. Mais alors, si le ministre nous dit que depuis 2015 à 2016, il y a zéro pirate, enfin zéro attaque sur les côtes togolaises, ça veut dire que nous sommes efficaces. Et que si nous voulons faire la promotion de la mer pour toute l'Afrique, il faut que toute l'Afrique contribue. Normalement. Normalement. C'est le minimum. Si toute l'Afrique se cotise pour organiser ce sommet, pourquoi pas? Oui, mais quand même, il est toujours dit sommet extraordinaire de l'Union africaine. Oui, demandez pas le Togo. Demandez pas le Togo. Non, que le Togo abrite. Non, demandez pas le Togo. C'est important. Demander? Oui. Moi, personnellement, Jeune Afrique m'a appelé pour une publicité. Et on m'a dit, dans le spot que j'ai, on m'a dit, donc, sur demande du Togo, l'Union africaine organise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le Togo qui s'est acharné à obtenir ce sommet-là. Pour quel motif? Nous ne savons pas. Et mieux, le gouvernement togolais a eu le culot de mettre nos enfants à la maison. Parce qu'on va faire la rentrée. C'est incroyable. Mais il y a quand même des raisons de sécurité aussi. Quelle raison de sécurité? J'ai dit au ministre, si vous avez peur que votre sommet attire la foudre sur le Togo pendant le sommet, mais laissez les enfants aller à l'école pendant 2 semaines. Et la dernière semaine qui sera celle du... Vous pouvez mettre les enfants en congé, je comprendrai mieux. À moins qu'on n'ait pas une culture de l'éducation et de l'instruction, les heures ont beaucoup d'importance. Moi qui vous parle ici, modestement, j'ai enseigné les mathématiques. Et je sais l'importance. Et quand les heures sautent comme ça, les efforts surhumains que l'enseignant est obligé de faire pour pouvoir terminer le programme, et l'incapacité ou la difficulté de l'élève à assimiler ces cours accélérés que nous donnons à des heures indues. Laissons les enfants travailler normalement. Peut-être on va repousser un peu l'année, la fin de l'année, de quelques semaines ou de 2 semaines. On l'a annoncé. Pas encore. Dans un gouvernement responsable, quand vous posez un acte, vous annoncez les conséquences. On doit dire, le programme ou bien l'année scolaire se découpe dorénavant comme suit. Ça part du 17 octobre à telle date. Attendons la veille donc de la rentrée pour écouter le discours que le ministre va prononcer afin de pouvoir prendre acte de ce qu'il dira. Vous savez, oui. les gens ont une faible idée de ce que c'est que l'avenir des enfants. Le confort personnel, la position actuelle omnibule les gens et les empêche de mesurer les intérêts vitaux du Togo. Si le Togo est capable de protéger sa côte et d'avoir 100% de succès, nous devons continuer à faire ce travail-là parce que nous n'avons que 50 km de côte. Et si les gens veulent que la mer soit protégée pour nous tous, on se cotise pour faire un sommet. Nous sommes convaincus d'une chose. Le gouvernement togolais a recherché à corps et à cri ce sommet pour sa propre gloriole. Pour sa propre pour sa propre gloriole
Et la Mais c'est à CDPA n'est l'avantage pas de tout d'accord. le Togo, mais la CDPA n'est pas d'accord. La CDPA n'est pas Ce qui d'accord. voudra dire clairement que la CDPA prendra pas ou ne prendra pas part. On ne nous a pas invités. On nous a dit de soutenir le sommet. Nous disons, nous ne soutenons pas ce sommet parce que ce sommet, dans sa conception et le contexte de notre pays, un contexte calamiteux, nous ne pouvons pas cautionner ce sommet parce que si nous le cautionnons, ce serait une attitude anti-nationale. Et voilà, pendant que le sommet va se dérouler, vous êtes, le parti, la CDPA fait partie de CAP 2015, vous serez en tournée pour organiser même un meeting. Pourquoi? Non mais écoutez, nous avons bien dit au ministre que le Togo ne s'arrête pas durant cette semaine. Ils ont un sommet, pas de problème. Dans les salles de réunion, tout ça, bon, personne ne viendra perturber une réunion, c'est tout à fait normal. Nous sommes quand même un peuple civilisé. Mais le Togo ne doit pas s'arrêter. Il faut que les activités socio-économiques continuent. Et politique? Et politiques. C'est clair et net. Et que, comme ils savent très bien que leur posture d'avoir ce sommet pour pousser les grands bandits de grands chemins que sont ces terroristes à vouloir gêner notre pays, il faut qu'ils prennent les mesures pour bien nous protéger. Parce que c'est eux-mêmes qui l'auront recherché. Ce n'est pas négatif, mais en même temps, il faut que nous puissions fonctionner normalement dans notre pays. Que notre constitution et les libertés individuelles et collectives soient respectées. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, nous respecterons la loi et il faut que tout le monde respecte la loi, y compris le gouvernement. Mais chacun doit jouer sa partition pour que la sécurité intérieure du pays soit garantie. Oui, mais j'ai dit déjà d'entrée de jeu que la sécurité est un bien commun. Oui. Donc, moi, je ne ferai rien pour entraver la sécurité des Togolais. Mais je dois fonctionner normalement, aller et venir, jouer ma partition en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur économique et en tant qu'acteur social. Et que répondez-vous aux gens qui estiment que le meeting que vous allez organiser le jour même où les chefs d'État seront dans notre pays, le Togo, est un coup de communication du CAP 2015? Qui vous a parlé de meeting? Il y aura un meeting. C'est vous qui l'avez inventé peut-être. Nous, Non, je ne l'ai pas inventé. Nous, on n'a pas encore programmé un meeting. Si un meeting est programmé... Monsieur Dupé est venu nous le dire ici. Si un meeting est programmé par CAP 2015 pour cette période-là, le peuple togolais sera informé, le gouvernement togolais sera informé. Voilà. Et nous allons jouer notre partition. Mais dire que nous faisons un coup de publicité, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous sommes un acteur de la société politique togolaise. Nous jouons notre partition. Aujourd'hui, nous sommes en tournée à l'intérieur du Togo et nous travaillons normalement. Et le 15 octobre n'est pas une date interdite pour les actions politiques au Togo. D'accord. À ce que je sache. 22 21 80 99 92 02 80 63. Nous allons donc prendre Joseph qui est en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour. Richard, toutes ses préoccupations. Oui. Oui, vous allez m'aider au fur et à mesure. D'accord. Premièrement, il a la dernière partie donc de sa question. Il ne comprend pas pourquoi au lycée français, également à l'Arc-en-Ciel, les gens vont à l'école alors que oui, les Togolais évidemment, on vous dira que ces enfants vont à l'école parce qu'ils ne sont pas sous le régime togolais. Mais il se trouve que justement, les enfants, quasiment de tous ces dirigeants qui ont décrété les vacances pour les pauvres Togolais, leurs enfants sont là-bas. Ils ont déjà fait la rentrée. C'est ça le Togo réel. Laissez-moi terminer. Tout le monde prépare le baccalauréat et les niveaux sont équivalents. Et il y a des jeunes Togolais qui peuvent aller étudier en France ou ailleurs. Donc, nous avons besoin des mêmes heures de travail. Je dis au peuple togolais ce matin que les enfants de leurs dirigeants sont à l'école française, Arc-en-Ciel et tout ce que vous voulez. Mais que leurs enfants à eux sont à la maison par la décision de ces dirigeants. Et c'est pour le 17 octobre. Parce que eux, ces dirigeants-là, qui ont leurs enfants déjà à l'école ailleurs, veulent pour leur gloriole
organiser un sommet sur la sécurité maritime. Et quel est le rapport entre le sommet, la sécurité maritime et l'usine qui produit à travers les bateaux l'essence frelaté? Vous savez, j'ai eu la chance hier sur les réseaux sociaux de lire un message du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, à son peuple depuis Washington. Voilà, ça dit que c'est d'abord un président qui n'aime pas s'adresser à son peuple. Reste à savoir si les réseaux sociaux n'inventent pas. Non, quand vous lisez la consistance, ce n'est pas. Ça a été rédigé par l'un des tout meilleurs conseillers du chef de l'État. Et je vous dirais que il a parlé de la pêche qui pénalise les Africains, 170 milliards. Mais malheureusement, sauf erreur ou omission de ma part, il n'a pas parlé du pétrole. Il n'a pas parlé du carburant frelaté en haute mer togolaise, qui devrait être un handicap pour le Togo, à moins que la richesse des dirigeants égale la richesse du peuple. Ce que j'en doute. Donc, normalement, une sécurité maritime digne de ce nom, effectivement, devrait également éviter ce trafic de carburant en haute mer et sur nos côtes. Oui. Normalement, ça devrait. Mais visiblement, je crois que le trafic du carburant, là, va bénéficier d'un sauf-conduit de nos dirigeants. Pour profiter à qui? Ah, vous voulez que j'utilise encore les mots qui fâchent? L'adéquation entre le sommet et l'éducation. Pourquoi? Quelle est l'adéquation entre les deux? J'avoue que moi aussi, j'étais perturbé au départ. J'ai même posé la question au ministre si à tout hasard on voulait loger nos délégués dans nos écoles. Le ministre a dit non. Que c'est pour préserver les enfants des tracasseries qui seront amenées à déployer pendant cette période-là pour protéger le sommet. Il y aura quand même des voies qui seront bloquées. Voilà, et il ne faut pas que les enfants aillent à l'école en retard, etc. Mais il y aura au moins les enfants d'arc-en-ciel de l'école française qui vont bénéficier d'hélicoptères pour aller à l'école à cette période. Non, il n'y a pas d'hélicoptère pour merci. les aider. Que chaque Togolais tire les conséquences. En RDC, le peuple se soulève contre un troisième mandat de Joseph Kabila et tout ce que ça entraîne, on le voit. Mais n'est-ce pas la faute à vous, opposition, pour avoir refusé à un moment donné que Faure Gnassingbé rempile pour un autre mandat et opérer les réformes? Bon, j'ai répondu. L'auditeur fait allusion donc au 30 juin 2014. Je vais répondre à cette question, j'espère pour une dernière fois, parce que j'ai toujours répondu. Je ne vois pas en quoi on aurait empêché que la limitation du mandat se fasse. Premièrement, la loi, pour faire court, le projet de loi que le gouvernement a amené, qui est issu du dernier dialogue, qu'on appelle dialogue Togo Télécom, met clairement en exergue la limitation de mandat. Le gouvernement a fait l'économie de cette réunion et envoyé au Parlement et l'Assemblée nationale, en tout cas sa version RPT unie, l'a rejetée. Donc je ne vois pas en quoi il y a notre responsabilité. Et il était reproché donc à l'opposition à cette époque qui avait eu manque de flexibilité sur un certain nombre de points. Écoutez, sur ces questions-là, je veux que les Togolais comprennent une fois pour toutes. Si quelqu'un est suffisamment intelligent au Togo, plus que nous autres, et je n'en doute pas d'ailleurs, qu'il amende la Constitution et essaie de mettre dans cette Constitution que le mandat est limité à 2, mais que M. Faure Gnassingbé est autorisé à faire 3e, 4e, 5e mandat. Si on est capable de le faire, comme nous le disent, une loi est impersonnelle. Il appartient à la Cour constitutionnelle au moment venu, quand Joachim voudrait être candidat. Et je l'espère pour Joachim. Quand il voudrait être candidat, on verra si M. Joachim satisfait aux conditions. Ce n'est pas une question de négocier quoi que ce soit, je ne comprends pas. Et quand vous avez écouté le chef de l'État en Allemagne, normalement, celui qui a posé la question doit être édifié. Le chef de l'État n'est même pas pour la limitation de mandat, point final. Ça, c'est votre déduction. Mais quand même, M. Pascal Adoko, nous arrivons à la fin de l'émission.
Est-ce que... Je crois qu'il y avait une autre question, non? Non, la liste est épuisée. Est-ce qu'il y a espoir pour tous les Togolais demain? Non, un peuple est invincible. Et je crois que tous ceux qui... Les dirigeants, comme dirait Norbert Zongo, je vais le paraphraser seulement, ils aiment les peuples couchés. Les peuples qui rampent. Bon, il se trouve que être couché est également la posture qu'on trouve au cimetière. J'ai tout dit. Merci Pascal Adoko. Et voilà, messieurs et dames, c'est fini donc pour aujourd'hui. Notre invité de ce matin, M. Pascal Adoko, secrétaire général, adjoint de la Convention démocratique des peuples africains, parti membre de CAP 2015. Et c'est lui qui a été notre invité. Merci à vous tous qui nous avez également reçus chez vous via le www.radiovictoire.fm qui travaille tout le jour. Ascool, c'est lui qui a mis en onde cette émission que vous allez réécouter à 22h.